Alors, donc là, je vous ai mis au tableau un schéma récapitulatif de la circulation sanguine dans le cœur. Donc ça ressemble au dernier schéma que vous aviez à faire dans le TP, hein. Vous deviez légender un schéma et le flécher. Donc on va reprendre ensemble le sens de circulation du sang en intégrant les valvules. Puisque c'est vrai que dans le TP, le tableau qui posait problème, c'était le tableau avec les valvules. Alors, le sang va arriver au niveau de l'oreillette droite que vous avez ici, par les veines caves supérieures, veines caves inférieures. Le sang rentre tranquillement en fait des veines dans l'oreillette droite. C'est du sang qui vient des organes, c'est du sang non hématosé, c'est-à-dire riche en CO2. Il rentre dans l'oreillette droite et il va descendre dans le ventricule droit. Pour entrer dans le ventricule droit, il va devoir franchir cette porte qui s'appelle la valvule tricuspide. Donc on parle en général de valvule auriculo-ventriculaire pour les valvules qui séparent les oreillettes des ventricules. À droite, on l'appelle plus communément valvule tricuspide, mais vous pouvez aussi dire valvule auriculo-ventriculaire droite. Bon, tricuspide, c'est pas trop compliqué à retenir, je pense. Donc une fois que le sang est dans le ventricule droit, il va remonter dans l'artère pulmonaire pour aller aux poumons. Et dans les poumons, vous allez oxygéner votre sang. Pour pouvoir passer dans l'artère pulmonaire, il va franchir cette valvule qui est ici, qui est une valvule sigmoïde. On parlera de valvule sigmoïde pulmonaire, puisqu'elle est à la base de l'artère pulmonaire. Donc ce trajet de sang se fait à sens unique et c'est ça que je voulais vous les expliquer dans le TP et dans le cours que vous avez lu pour aujourd'hui. C'est-à-dire que ces portes, ces valvules peuvent se fermer et s'ouvrir. Donc quand elles s'ouvrent, le sang passe, mais une fois que le sang est passé, derrière, la porte se ferme. Donc par exemple ici, quand j'ai envoyé le sang vers le ventricule droit, la porte se ferme derrière. Donc le sang, il est coincé là. Il ne peut pas retourner en arrière vers l'oreillette droite. La seule possibilité qu'il a, c'est finalement de rester dans le ventricule droit ou bien de sortir pour aller vers l'artère pulmonaire. Donc il faut que cette porte s'ouvre pour que le sang puisse sortir. Une fois que le sang est dans l'artère pulmonaire, il ne faut surtout pas qu'il retourne au cœur puisqu'il doit être envoyé au poumon. Donc pour ça, vous allez avoir la valvule sigmoïde pulmonaire qui va se fermer. Donc en se fermant, le sang ne peut pas retourner au cœur. Le sang arrive au poumon, il est hématosé dans les poumons, c'était le chapitre sur l'appareil respiratoire. Il revient donc riche en oxygène au niveau du cœur, mais cette fois-ci côté gauche. Donc il va rentrer dans le cœur par les veines pulmonaires. Vous avez 4 veines pulmonaires, 2 petites qui arrivent à gauche de l'oreillette gauche et 2 petites qui arrivent à droite de l'oreillette gauche toujours, donc c'est 4 veines pulmonaires droite et gauche. Elles font rentrer le sang hématosé dans l'oreillette gauche. Et là encore, le sang va aller vers le ventricule gauche à condition que cette valvule soit ouverte. Cette valvule, comme elle sépare l'oreillette des ventricules, ça va être la valvule auriculo-ventriculaire gauche. Mais on l'appelle bicuspide ou encore plus souvent mitrale. Vous pouvez utiliser le terme bicuspide, mais j'ai peur que vous confondiez avec tricuspide à droite. Donc en disant tricuspide et mitrale, on a moins de chances de confondre. Une fois que le sang est descendu dans le ventricule, il va falloir qu'il continue son circuit. Cette valvule va se fermer, donc il ne peut pas revenir en arrière. Il est obligé de poursuivre le chemin vers l'artère aorte. Donc il va rentrer ici dans cette artère grâce à la valvule sigmoïde aortique qui va s'ouvrir. Puis, une fois que le sang va être ici dans ce qu'on appelle la crosse aortique, la partie arrondie de l'aorte, ce sang ne pourra pas revenir en arrière puisque cette valvule sigmoïde va se fermer. Voilà, donc ça c'est vraiment un récapitulatif très simple du sens de la circulation du sang. Est-ce que déjà là-dessus, vous avez des questions ou ça va? Donc si vous avez des questions, vous pouvez soit allumer le micro, soit écrire un petit message. Et j'en profite pour répondre à Luna qui a dit bonjour. Donc bonjour Luna. Bah, madame, le truc c'est que quand vous parlez, on va pas de vous parler.
On voit plus de documents. Je sais pas si c'est normal. Tu vois pas ma souris? Non. Là, tu vois pas la souris? Non, madame, il n'y a personne qui voit votre souris. Ah bon? Oui, il n'y a personne qui la voit, madame. Alors, je vais essayer autrement, parce que normalement, ça devrait fonctionner. Si je... Là, vous voyez, quand je fais ça? Oui, 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 on voit. Ok. Le problème, c'est que c'est pas très précis chez moi. Je vais essayer autrement. Sélectionner. Ou alors, il faudrait que je fasse un trait de crayon, mais le problème, c'est que ça va se... Là, quand je fais un trait de crayon, vous voyez? Non. Vous voyez pas mon trait, là? Non. Ah, c'est bon. Ouais, ça va. décalé. C'est long. Alors, qu'est-ce qui est bon? Vous voyez ma souris ou vous voyez mon trait de crayon? Bah, c'était en décalé. D'accord. Là, on voit plus. Là, vous voyez plus rien. Alors, je vais essayer avec le pointeur, mais en fait, chez moi, là où je pose le pointeur, il n'est pas au bon endroit. Il est toujours décalé sur le côté. Donc, j'espère que chez vous, c'est bon. Là, vous le voyez? Non, chez nous, c'est bon, madame. D'accord. Oui, Bon, bah alors, l'essentiel, c'est ça. Donc là, par exemple, mon pointeur, ici, vous le voyez où? Dans l'oreillette gauche. Impeccable. Bon, bah, je vais utiliser le pointeur, alors, si vous voyez pas ma souris. Est-ce que sinon, le Je sais sens pas de... si je suis la seule, mais moi, je vois rien du tout. Alors, est-ce que tu peux agrandir ton image, Ketia? C'est fait. Tu sais, avec le zoom. Oui. Donc, agrandis l'image le plus possible. Oui. Et sinon, bah, écoute bien. Hein, de toute façon, je cite à chaque fois les endroits. Donc, normalement, tu devrais te repérer. D'accord. Ok, alors je continue. Je vais revenir en fait sur ces schémas que je vous avais donnés. Logiquement, vous avez vu la petite vidéo qui était accompagnée du schéma pour vous expliquer la circulation du sang. Donc, ok, donc en gros, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Mais on fait ça avec une radiographie avec produit de contraste, donc ça permet de voir le sens de circulation du sang en radio. Bien sûr, ici, c'est pas une vraie radio, c'est un schéma de cliché, mais ça explique exactement la même chose. Donc je le reprends vite fait, hein, parce que c'est pas le but de la leçon d'aujourd'hui, mais au moins, comme je viens de vous reparler des valvules, ça va peut-être être plus clair. Déjà, une chose quand même, c'est que le sang, il circule en même temps à droite et à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, quand il rentre dans l'oreillette droite, en même temps, il y a du sang qui rentre dans l'oreillette gauche. Alors, le sang qui rentre dans l'oreillette droite, c'est du sang qui vient des organes, donc il est non hématosé. Le sang qui rentre dans l'oreillette gauche, c'est du sang qui vient des poumons, donc il est hématosé. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que le sang, il circule exactement en parallèle dans les deux hémichœurs. Hémichœur, ça veut dire moitié de cœur. Maintenant, sur ce schéma, pour que vous compreniez mieux, j'ai séparé les côtés pour pas tout faire en même temps. Mais en réalité, ça se fait en même temps. Alors, on revient ici. Vous avez les veines caves. Donc, normalement, vous voyez mon pointeur. Les veines caves qui font entrer le sang dans l'oreillette. Pour l'instant, la valvule tricuspide, elle est fermée. Donc, le sang est coincé dans l'oreillette droite. Avec l'image d'à côté, vous voyez que le sang se retrouve dans le ventricule droit. Pourquoi? Parce que la valvule tricuspide s'est ouverte. Donc le sang a pu s'écouler et se retrouve dans le ventricule droit. Ce qui va se passer maintenant, c'est que pour pas que le sang retourne en arrière, votre valvule tricuspide va à nouveau se fermer. Alors ça, il faut savoir que quand on écoute le cœur d'une personne, quand la valvule tricuspide se ferme, on l'entend. Vous savez, avec un stéthoscope, quand le médecin écoute votre cœur, il va entendre la fermeture de la valvule parce que au moment où la valvule se ferme, dans votre cœur, ça fait un bruit. Alors en France, on dit que ça fait toum. Donc ça fait un bruit assez long, toum, au moment, hein, voilà, un fermement de porte. Et donc du coup, le médecin sait que le sang a été envoyé dans le ventricule parce qu'il entend le premier bruit. Alors, une fois que le sang est dans le ventricule, eh bien, il va pouvoir aller dans les artères pour aller vers les poumons. Donc ça, c'est l'image suivante. Voilà, il va aller vers les artères parce que la valvule qui est ici, la valvule sigmoïde pulmonaire, s'est ouverte.
Une fois qu'il va aux artères pulmonaires, il va aux poumons pour être hématosé. Donc passage par les poumons, le sang devient hématosé et on arrive ici côté gauche. Le sang hématosé va donc rentrer dans le cœur, oreillette droite. Oreillette gauche, pardon. Pour l'instant, le sang est dans l'oreillette gauche parce que la valvule qui est ici, la valvule mitrale, est fermée. Quand elle va s'ouvrir, le sang va pouvoir couler vers le ventricule gauche. C'est ce que vous avez ici. Une fois que le sang est dans le ventricule gauche, cette valvule, la valvule mitrale, se referme. Ainsi, le sang ne peut pas revenir en arrière. Il est obligé d'aller dans la crosse aortique et donc dans l'artère aorte pour aller vers tous les organes. Bien sûr, il faut que cette valvule sigmoïde aortique s'ouvre. Donc elle va s'ouvrir. Le sang va donc être éjecté vers l'artère aorte. On parle d'éjection parce que c'est très puissant. Vous avez vu que le ventricule gauche dans le TP était très musclé. Donc il se contracte fortement pour éjecter le sang dans l'artère aorte. Et une fois que le sang est dans l'artère aorte, cette valvule va se fermer également pour ne pas renvoyer le sang au cœur, puisqu'on veut envoyer le sang aux organes. Alors c'est pareil, quand on écoute avec le stéthoscope, quand la valvule sigmoïde se ferme, le médecin va entendre un second bruit qui est le bruit T. Donc en fait, quand il écoute votre cœur, il entend TOUM, fermeture de la valvule tricuspide, et un peu plus tard, T, fermeture des valvules sigmoïdes. Donc ça fait TOUM, T, TOUM, T. Donc ça lui permet au médecin de se repérer sur votre cycle cardiaque, c'est-à-dire à quel moment est-ce que vous en êtes dans le mouvement du cœur. Alors c'est justement sur le cycle cardiaque qu'on va travailler aujourd'hui avec les documents de cours que je vous ai envoyés. Donc je vais vous montrer les documents que je vous ai envoyés sur lesquels vous allez travailler. Alors, voilà. Voilà, donc vous avez reçu ce document. Donc là, on en est maintenant au grand 2 du cours. On va parler du fonctionnement du cœur. Donc je vais vous expliquer ça. Et ensuite, en fait, vous allez avoir une activité à me faire pour la semaine prochaine sur cette partie du fonctionnement du cœur. Donc c'est une activité qui est longue parce qu'en fait j'ai voulu vraiment décortiquer les questions, mais c'est assez faisable à partir du moment où vous écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Et puis à la fin, je vous ai mis une vidéo pour vous aider. Donc d'abord, ce que je vous conseillerais, je vous l'ai écrit ici, c'est de faire les questions sans regarder la vidéo, juste avec les explications de cours. Puis vous allez voir la vidéo et vous vous auto-corrigez. Et ce que j'ai rajouté aujourd'hui sur la playlist première ST2S, c'est une autre vidéo intitulée La révolution cardiaque, que je pourrais également vous montrer tout à l'heure, qui va encore plus vous aider. Donc normalement, avec les deux vidéos, vous allez être capable de faire ça entièrement sans erreur, j'espère. Alors, je vous explique le début du cours. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou je peux y aller? Ça va? Alors, on y va. Donc, la révolution cardiaque. Donc, la révolution cardiaque, c'est ce qu'on appelle le... Ok, merci Luna. Donc, la révolution cardiaque, c'est ce qu'on appelle le battement du cœur ou le cycle cardiaque. Donc, tout ça, ce sont trois synonymes. Vous savez que votre cœur bat, donc il va se contracter, se relâcher, se contracter, se relâcher. C'est donc ce qu'on appelle la révolution cardiaque. Il va faire ça logiquement toute votre vie et le plus longtemps possible, je l'espère pour vous. À chaque fois qu'il bat, le médecin, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut écouter les bruits du cœur grâce au stéthoscope. Il va donc entendre un premier bruit qui est le bruit TOUM et un bruit plus rapide, plus bref, ta. Donc ça fait TOUM, ta, TOUM, ta. Un battement cardiaque en général, ça dure 0,8 secondes. Après, ça peut être un peu plus long, c'est-à-dire que si c'est plus long,
Ça veut dire que votre cœur bat plus lentement, vous êtes peut-être en bradycardie. Ça peut être aussi plus rapide. Si c'est plus rapide, c'est que votre cœur bat vite, vous êtes en tachycardie. Mais en moyenne, c'est 0,8 secondes, bon, même 1 seconde, c'est tout à fait correct. Alors, je vous précise que ça peut changer donc en fonction des patients, parce que dans l'activité que vous aurez à faire juste en dessous, vous ne trouverez pas 0,8 secondes. J'ai fait exprès de changer la durée de la révolution cardiaque pour que vous puissiez faire un petit peu de réflexion et de calcul. Mais ici, dans mon cours, valeur idéale 0,8 secondes. Alors, dans ces 0,8 secondes, vous allez avoir une première partie qui s'appelle la phase de contraction du cœur, qu'on appelle la systole. Donc, le cœur va se contracter. Quand on parle de contraction, on parle de contraction des oreillettes et des ventricules. Donc, cette phase de contraction, c'est ce qui permet de faire circuler le sang dans votre cœur et ensuite d'envoyer le sang dans vos organes. Si le cœur ne se contractait pas, le sang ne pourrait pas circuler. Donc le cœur se contracte, systole, et ensuite il se repose. Le repos du cœur, c'est la diastole. La diastole, pour marquer dans le document, c'est 0,5 secondes sur les 0,8. Ça veut dire que le cœur, il se repose plus longtemps qu'il ne travaille. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde, mais pour lui, c'est hyper important parce que l'idée, c'est que votre cœur, il batte, comme je vous l'ai dit, le plus longtemps possible. Donc pour ça, il a besoin de beaucoup de repos. Donc, contraction 0,3 secondes, repos 0,5 secondes. On peut vérifier tout ça avec différentes techniques modernes à notre époque, les électrocardiogrammes notamment, mais aussi on peut le faire avec voilà, ce document que je vous ai mis qui est le cardiogramme. Alors ça c'est une méthode assez ancestrale, en 2020 on ne fait plus ça, mais par contre ça va vous permettre de comprendre certaines choses, donc c'est pour ça que je voulais absolument vous expliquer ce document. Ici on va travailler avec un cœur de grenouille et on a isolé le cœur de grenouille, c'est-à-dire qu'on l'a carrément sorti de son corps. Alors la première chose quand même qui est incroyable, c'est que isolé du corps, le cœur continue à battre. Il vit encore, il bouge encore. Donc c'est vrai que si on sort d'autres organes de votre corps, si on sort votre cerveau par exemple, il ne va pas continuer à fonctionner. Vous êtes mort. N'importe quel organe qu'on sort de votre corps ne fonctionnera plus, sauf le cœur. Et ça c'est intéressant parce que vous avez déjà vu peut-être des documentaires ou des films où on fait des greffes de cœur. On peut très bien aller chercher un cœur par exemple à Marseille et venir en hélicoptère l'amener pour une greffe de cœur à Lille. À partir du moment où on le met voilà, dans la bonne température, bon pH, dans un liquide physiologique, on le maintient en vie, le cœur il continue à battre et on peut le mettre dans le corps du greffé. Normalement, il va fonctionner. Donc ça, c'est vraiment important. Alors justement, grâce à ces battements naturels du cœur, on a fait cette expérience. Donc on attache le cœur à une sorte de fil. Au bout du fil, on a un stylet, donc en fait c'est une sorte de stylo tout simplement, relié à un papier. Et donc en gros, quand le cœur se contracte, donc regardez bien mes mains, quand le cœur se contracte, il devient plus petit. Donc comme il est plus petit, il tire sur le stylet. Donc le cœur se contracte, on tire sur le stylet, du coup le dessin, on trace un trait vers le haut. Donc on a une montée. Le cœur vit encore combien de temps après être sorti du corps? S'il est dans les bonnes conditions physiologiques, pH, température, d'ailleurs dans les films vous voyez ils les mettent dans des genres de petites glacières, 6 heures c'est la moyenne. Ça peut être un peu plus. Donc je reprends. Quand on tire quand le cœur se contracte, le stylet va vers le haut. Donc on a un tracé montant. Par contre, quand le cœur se relâche, il se repose, forcément le fil sur lequel on avait tiré, il se détend. Et donc le tracé ira vers le bas. Donc en sachant ça, on peut étudier la contraction et le repos du cœur avec ce genre de graphique. Donc vous voyez ici que vous avez des phases de montée et des phases de descente. Une phase de montée suivie d'une phase de descente va correspondre à un cycle cardiaque. Autrement dit, en montée, je contracte, en descente, je relâche.
Donc, ici, vous avez à chaque fois un cycle cardiaque. Ce que je suis en train de vous montrer avec le pointeur, un cycle cardiaque. Donc là, comme ça, Lina qui a un micro, dis-moi combien de cycles cardiaques tu comptes sur ce document. 3, non? Alors, 3 en haut et en bas. Et 3 en bas. 3 en bas. Donc en fait, ici, on voit 6 cycles cardiaques. Alors ces cycles cardiaques, on va les analyser un peu plus en détail. Parce que vous remarquez, c'est peut-être petit, mais vous remarquez que dans la montée, vous avez une petite montée et une grande montée. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer ici. Donc je vais essayer encore de vous l'agrandir. Voilà. Là, je ne peux pas plus. Donc, j'ai essayé de reproduire les cycles cardiaques. Donc ici, je vous en ai reproduit 2. Sachez que dans votre corps, bien sûr, vous allez en faire une quantité énorme puisque vous faites ça jusqu'au bout de votre vie. Donc, vous enchaînez les cycles. Donc maintenant, dans un cycle, j'ai une partie de montée qu'on appelle la systole, contraction du cœur, et une partie de descente qu'on appelle la diastole, repos du cœur. Dans la montée, vous voyez qu'en fait, il y a une petite montée et une grande montée. La petite montée, ça correspond à la contraction d'une partie du cœur, plus précisément d'une cavité du cœur. À quelle cavité est-ce que je fais allusion? Autrement dit, quelle partie du cœur se contracte ici? Allez, si quelqu'un a une idée, vous pouvez prendre la parole. Donc je vous rappelle que dans le cœur, il y a 2 parties. Oui, alors Axel, il nous dit la systole auriculaire. Donc systole auriculaire, c'est quoi? Parce que là, c'est écrit sur ma légende. Auriculaire, ça fait référence à quelle partie du cœur? Alors, c'est pas oreille, mais c'est pas loin. C'est les oreillettes. Voilà, les oreillettes. Donc je vous rappelle que dans le cœur, que ce soit à droite ou à gauche, vous avez 2 parties. Les oreillettes en haut qui sont toutes petites, hein, vous les avez vues sur les photos du TP, donc les oreillettes en haut et les ventricules en bas. Donc comme les oreillettes sont toutes petites, quand elles se contractent, ça fait une petite montée. Donc ici j'ai la contraction des oreillettes, systole auriculaire. Et cette contraction des oreillettes va être suivie de la contraction des ventricules. Donc ma grande montée ici, c'est la contraction des ventricules, qui dans le cœur sont plus grands. Ça fait au moins un ventricule, c'est 4 à 5 fois la taille d'une oreillette. Donc, contraction des oreillettes, suivie de la contraction des ventricules. Et quand les contractions sont terminées, ben, le cœur se repose. Donc il rentre en diastole, phase de repos. Voilà. Donc, un cycle, un autre cycle. Dans un cycle, on a donc systole auriculaire, systole ventriculaire, diastole. 3 phases. Et ça, à chaque fois, en répétition. Donc, je vous rappelle, la systole permet vraiment le passage du sang dans le cœur. Donc, le passage du sang des oreillettes aux ventricules, puis des ventricules aux artères. Donc, plus précisément, si je vous reprends, je vais vous remettre le schéma d'avant. Alors, moi, à chaque fois que je veux vous mettre un schéma, je dois à chaque fois ouvrir des documents, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà. Voilà, donc si je reprends ce schéma-là, en systole auriculaire, je fais passer le sang de l'oreillette vers le ventricule, à droite, mais aussi à gauche. Donc à chaque fois que je fais passer le sang de l'oreillette vers le ventricule, je suis en systole auriculaire. En systole ventriculaire, je fais passer le sang des ventricules aux artères, à gauche ici et à droite ici. Vous voyez bien sur le schéma d'ailleurs que les oreillettes sont plus petites que le ventricule. C'est pour ça qu'on n'a pas la même taille de tracé. Alors Luna, je t'écoute.
Tu as demandé la parole, non? Alors, c'est pas grave. Ok. Alors, je vais essayer maintenant de vous remettre voilà, le schéma, le cours d'avant. Voilà. Bien, donc maintenant on peut visualiser la systole et la diastole du cœur sur un autre document un petit peu plus complexe que je vais vous expliquer. C'est la page suivante et plus précisément ici. Alors, sur ce document, en fait, on mesure les événements qui ont lieu pendant la révolution cardiaque, donc pendant un battement ou un cycle. On peut mesurer les pressions qui existent entre les oreillettes, enfin dans les oreillettes, dans les ventricules et même dans les artères. Donc ici, sur ce document, vous avez en violet, en bas, la pression qui a été mesurée à l'intérieur des oreillettes. En vert, vous avez la pression qui a été mesurée à l'intérieur des ventricules. Et en rouge, vous avez la pression qui a été mesurée à l'intérieur de l'artère aorte. Ce document, il a été fait en mesurant les paramètres à gauche, c'est-à-dire oreillette gauche, ventricule gauche, artère aorte. Si on avait fait à droite, ça serait exactement pareil. On aurait les mêmes valeurs, sauf que ici, ça serait artère pulmonaire, ventricule droit, oreillette gauche. Donc on mesure les paramètres dans ces parties du cœur et des artères. Vous avez en dessous une mesure de volume. Le volume à l'intérieur du ventricule gauche. Volume de sang, bien sûr. Hein. Et vous avez les bruits du cœur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc tout ça représente les événements qui ont lieu pendant la révolution cardiaque. Je vous ai séparé la largeur d'un cycle en fait en 5 parties, en 5 phases. Ma révolution cardiaque va commencer ici, en A, et va se terminer en C. Donc à l'intérieur de tout ça, vous allez assister à une systole auriculaire, à une systole ventriculaire et à un repos, à une diastole. Comme le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, sauf qu'il apparaît différemment ici. Donc dans l'activité que vous devez faire, je vous ai vraiment séparé les questions pour vous aider à avancer progressivement. La première chose que je vous demande, donc ici, c'est, je vous lis la question, comme ça même si c'est petit, vous m'entendez, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à lire. Donc analysez le document C, donc celui que je viens de vous montrer. La partie C1, c'est-à-dire la partie qui est en haut avec les pressions, et indiquez pour chaque phase si la pression est constante, en augmentation ou en diminution. Précisez si elle est supérieure, inférieure ou égale aux autres. Et je vous ai aidé en vous mettant des trous que vous allez pouvoir compléter. Donc on va faire ensemble la A, comme ça au moins vous allez pouvoir compléter tout de suite et puis ça vous aidera ensuite chez vous pour faire tout seul la suite. Donc la A, globalement, la pression est en ... et la pression auriculaire est comment par rapport à la pression ventriculaire. Donc on va regarder le schéma. J'essaye de l'agrandir encore un petit peu. Voilà, donc je suis dans cette partie-là. Dans le texte, je vous parle que de la pression auriculaire et ventriculaire. Ça veut dire que je dois regarder en bas. Je ne m'occupe pas du tout de la pression aortique. Et je réponds à la question. Je suis dans la phase A. Donc la phase A, elle est ici. Donc, de manière générale, pendant cette phase, la pression, que ce soit la auriculaire ou la pression ventriculaire, elle est comment? Donc vous avez la possibilité entre constante, en augmentation ou en diminution. Ketsia. La pression, elle est comment? Constante, en augmentation ou en diminution?
Alors, si quelqu'un peut l'aider, il n'y a pas de souci, hein, vous écrivez le message. Constante, nous dit Lina Marie. Est-ce que les autres sont d'accord? En diminution, dit Ketia. Et Luna est complètement perdue. Et les autres? En augmentation, nous dit Lilia. Alors, c'est Lilia qui a raison. Regardez bien. Voilà, ici, que ça soit mon trait vert ou mon trait violet, on voit bien, oui Anaël, c'est en augmentation. On voit bien que ça monte. Donc, voilà, je vais zoomer au max. Je peux pas plus. Hein. Voilà, là, vous voyez que ça monte. C'est pas grave, Anaël. Il y a parfois des petits décalages, donc j'attendrai un petit peu. Donc, les pressions sont en augmentation. Donc ça, c'est de manière générale. Donc si je prends ma phrase phase A, globalement, la pression est en augmentation. C'est pas une super augmentation. Vous voyez, par exemple, ici, là, on a une grosse augmentation. Non, là, c'est une légère augmentation. Donc, vous pouvez compléter légère augmentation. Je continue. Je vous demande maintenant de comparer la pression auriculaire par rapport à la pression ventriculaire. La pression auriculaire, elle est en violet. La pression ventriculaire, elle est en verte. Donc, est-ce que vous pouvez me donner vos réponses? Est-ce que la pression auriculaire est supérieure, égale ou inférieure à la ventriculaire? Oui, alors j'ai quelques réponses qui arrivent. Les autres? Regardez bien, c'est la violette. Elle est supérieure. Elle est au-dessus de la verte, supérieure. C'est bien. Donc voilà, je vous ai complété la première phrase. Donc maintenant déjà, pour cette première question, vous devrez faire la même chose avec les phases B1, B2, C1 et C2. À chaque fois, vous devez regarder de quelle pression je vous parle. Donc en B1, voilà, je suis ici. Je vous parle toujours de la pression, je vous parle de la pression ventriculaire qui est en vert. Et ensuite, je vous parle de la pression aortique qui est en rouge. Donc, on ne s'occupe plus de la pression auriculaire. En phase B2, je vous parle de la ventriculaire et de l'aortique. En phase C1, je vous parle de la ventriculaire et de l'aortique également. Donc, à chaque fois, vous devez lire le texte et comparer comme on vient de le faire. Est-ce que ça va? D'accord. Ok. Alors, on va revenir à la phase A, toujours. Et on va regarder en fait ce que je vous ai mis là-dessus. Donc, je reviens là, ici. Donc oui, moi je suis décalée par rapport à vous. Voilà, donc ma question 2, elle est en dessous du document. Sachant qu'une augmentation de pression dans une cavité est le signe de contraction de la paroi de celle-ci, et qu'une diminution est le signe d'un relâchement. Associez les phases de systole auriculaire, systole ventriculaire, diastole, aux phases ABC sur le graphique. Alors on va juste regarder la phase A, celle qu'on vient de faire ensemble. On a dit quoi en phase A? On a dit que la pression augmentait. Et moi, je vous ai dit que s'il y a une augmentation de pression dans une cavité, ça veut dire qu'il y a contraction de cette cavité. Donc la pression, elle augmente. On a dit que c'était la pression auriculaire qui était supérieure à la pression ventriculaire. Autrement dit, ça signifie quoi? Ça signifie que l'oreillette, dont la pression augmente et dont la pression est supérieure au ventricule, ben, elle est en train de se contracter. Comment s'appelle la phase où l'oreillette se contracte? À vous. Comment s'appelle la phase où l'oreillette se contracte? Alors, systole, Anaël, tu y es oui. Est-ce qu'on ne peut pas préciser quelle systole? Puisqu'il y en a deux.
c'est l'oreillette qui se contracte. Donc Windelwen, c'est la systole auriculaire. Donc pour la question 2, on a déjà associé la systole auriculaire à la phase A. Donc je répète, en systole, on a une contraction. Si c'est l'oreillette qui se contracte, on remarque que la pression dans l'oreillette augmente. Et donc, on peut le voir sur le graphique, c'est ce qu'on a vu maintenant. Si c'est le ventricule qui se contracte, ben on verra que c'est la pression dans le ventricule qui va augmenter. Par contre, au repos, on a un relâchement, la pression elle descend. Le ventricule ou l'oreillette n'est pas du tout en contraction. Donc ici, on était vraiment en augmentation de pression. La plus forte, c'est la violette, donc c'est la pression intra-auriculaire, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est l'oreillette qui se contracte. Si l'oreillette se contracte, elle appuie sur le sang qui est à l'intérieur, puisqu'elle se contracte. Et si les valvules tricuspides sont ouvertes, donc écoutez bien, l'oreillette se contracte, elle appuie sur le sang qui est à l'intérieur. Si la valvule tricuspide est ouverte, où va le sang? Pensez au schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec la circulation du sang. L'oreillette se contracte, la valvule tricuspide qui est juste en dessous est ouverte. En se contractant, l'oreillette appuie sur le sang. Où va le sang? Dans le ventricule, nous dit Nolwenn. Dans le ventricule, Luna. Les autres? Dans le ventricule, alors effectivement, si c'est la tricuspide, c'est le ventricule droit. Effectivement, le sang va dans le ventricule. Quand on est en systole auriculaire, on doit voir du sang arriver dans le ventricule. Et ça, je vais le vérifier avec ce qui est juste en dessous. Le volume du ventricule. Vous êtes ici dans la phase A, toujours. Donc je descends et j'arrive dans le volume du ventricule. Je vois bien que dans cette phase A, sur mon document, le sang est en train d'augmenter. Je suis à environ, au départ, donc ici où j'ai placé mon pointeur, je suis peut-être à 190 ml, 185, 190 ml. Et vous voyez que le volume va augmenter jusqu'à 200. Ça prouve bien que l'oreillette est en train de se contracter et elle envoie du sang dans le ventricule. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que le sang est rentré dans le ventricule, l'oreillette va arrêter de se contracter. Elle va, elle, passer au repos. Est-ce qu'il n'y a pas une porte qui doit se fermer? Donc une fois que l'oreillette a envoyé son sang dans le ventricule, quelle porte doit se fermer? Quelle valvule doit se fermer? Oui, il faut qu'elle se ferme effectivement, Luna, pour ne pas faire marche arrière. Donc le sang, il ne doit pas retourner dans l'oreillette. Donc c'est la valvule tricuspide à droite et mitrale à gauche qui devra se fermer. Donc la valvule, donc tout à l'heure on parlait du côté droit, donc c'est la tricuspide. Là sur mon document, je suis à gauche, donc ça sera la valvule mitrale, devra se fermer. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure? Quand la valvule se ferme, c'est comme si on claquait une porte. Le médecin peut l'entendre avec son stéthoscope. Il va entendre un bruit de fermeture. Le premier bruit, c'est toum. Eh bien, regardez. Je suis ici dans la phase A. J'ai contracté mes oreillettes. J'ai envoyé le sang dans mon ventricule gauche. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de la phase A? Le premier bruit toum apparaît. Ça veut dire que ici, à la fin de la phase A, donc début de phase B, logique, vous fermez la porte. Vous fermez les valvules, tricuspide à droite, mitrale à gauche. Alors, cette première étape, la systole auriculaire, on va pouvoir la reconnaître sur les schémas que je vous ai mis en page 1. Alors, donc, rappel, on a une oreillette qui se contracte. On a une valvule tricuspide ou mitrale qui est ouverte parce qu'on envoie du sang dans le ventricule.
On va essayer de reconnaître cette phase sur les schémas que vous avez ici. Alors bien sûr, chez vous, vous prendrez le temps de lire le texte puisque vous avez des indications supplémentaires. Là, on fait ça rapidement entre nous. Je vous ai mis 5 schémas. Vous avez en gros les tailles normales des ventricules et des oreillettes. Vous avez ici par exemple des pointillés qui vous montrent la taille du cœur quand il est le plus grand, donc au repos, donc pour les ventricules en bas et par exemple ici pour les oreillettes en haut. Et ce qui fait que ça vous permet de repérer les cavités qui sont en contraction ou en relâchement. Puisqu'une cavité en contraction, elle va devenir plus petite. Donc par exemple, si je reste sur le document D, normalement votre ventricule il devrait atteindre cette taille-là, mais vous voyez que sur le schéma, il est beaucoup plus petit puisqu'il arrive jusque là. Ça veut dire que dans ce document D, le ventricule, comme il est plus petit, il est en contraction. Donc ça peut vous aider à repérer les schémas. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous me trouvez le schéma qui représente la systole auriculaire. Donc, rappel important, le sang, il vient des organes, il rentre dans l'oreillette. L'oreillette va se contracter et va envoyer le sang dans le ventricule parce que ses valvules tricuspides et mitrales sont ouvertes. Alors, je vous écoute. Si vous avez des idées, regardez la taille des oreillettes. Il me faut des oreillettes contractées. Il me faut du sang qui va dans le ventricule. Et il me faut du sang, il me faut des valvules tricuspides et mitrales ouvertes. Donc, Ketsia m'a donné sa réponse. Les autres? Anaël aussi. Lina aussi. Lina, elle n'est pas d'accord. Anaël, pas d'accord non plus. Alors, Margot et Mélanie sont sur le B. Les autres, là? Lilia, Axel, Pauline, Asia, Amel, Estelle, Chloé, Yaline, Lilia, ouais, j'ai déjà dit. Allez, tout le monde! T'as un problème de réseau, ça bug. Alors t'inquiète pas, j'enregistre la classe, donc je pourrais te l'envoyer. Oui, alors vous êtes une majorité à dire que c'est le B. Et effectivement, c'est le B. Parce que regardez ici, au repos, les oreillettes, elles devraient être grandes, on va dire jusque là. Et vous voyez bien qu'elles sont plus petites. Donc elles sont réduites en taille. Les valvules tricuspides et mitrales sont ouvertes et elles envoient le sang dans le ventricule. Donc effectivement, vous pouvez noter que l'image B représente la systole auriculaire. Alors, Lina, Annelle, vous m'aviez dit la D. Eh bien, écoutez, on va aller la voir, la D. La D, regardez déjà la taille des oreillettes. Si vous comparez les deux, vous voyez que les oreillettes en D sont plus grandes. Effectivement, les oreillettes sont relâchées. Donc, elles sont au repos. Par contre, qui travaille en D? Qui est plus petit en D? Les ventricules. Donc, ce sont les ventricules qui travaillent en D. Donc, ça veut dire que D représente une systole ventriculaire. Contraction des ventricules. Alors, attention quand même, parce que dans le texte, je vous ai donné une information. La systole ventriculaire comprend deux phases. On a une première phase qui s'appelle systole ventriculaire isovolumétrique. Isovolumétrique, ça veut dire même volume. Et on a une deuxième phase qui s'appelle systole ventriculaire isotonique ou éjection. Moi, je dis toujours systole ventriculaire phase d'éjection. C'est quand le ventricule se vide de son sang. Autrement dit, il éjecte le sang dans les artères. Donc, quand on regarde bien ce schéma D, est-ce que vous avez l'impression que le sang est coincé dans le ventricule et il ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on est toujours au même volume, ou est-ce que vous pensez que le sang est éjecté dans les artères?
Axel nous dit éjecter. Effectivement, c'est éjecter, c'est bien tout le monde. Très très bien. Oui, donc vous voyez qu'effectivement, le sang, il est envoyé vers l'artère pulmonaire ici et vers l'artère aorte. Donc, je répète, mes ventricules sont contractés. Donc, je suis en systole ventriculaire. Ils sont beaucoup plus petits. Ils éjectent le sang et les valvules sigmoïdes, pulmonaires et aortiques, sont ouvertes. Donc, c'est pour ça que le sang, il peut être envoyé vers les artères. Donc, en D, on serait en systole ventriculaire, phase d'éjection. Quand on a une phase isovolumétrique, ça veut dire que le volume dans la cavité reste constante. Pourquoi le volume va être constant? Parce que toutes les valvules sont fermées. Il n'y a pas d'entrée de sang possible et il n'y a pas de sortie, que ce soit les valvules tricuspides, mitrales, sigmoïdes, toutes les valvules sont fermées. Donc, est-ce que dans les schémas que vous avez au tableau, vous pouvez me repérer une phase où toutes les valvules sont fermées? Oui, c'est la phase E. Voilà, ici, toutes les valvules sont fermées. Tout à fait. Donc, cette phase E est une phase isovolumétrique. Il y en a une autre de phase isovolumétrique où toutes les valvules sont fermées. Oui, c'est la phase C. Voilà. Alors, ce n'est pas la même, bien sûr, parce que quand vous regardez en E, vous voyez qu'il y a des pointillés au niveau des ventricules. Ça veut dire que les ventricules sont en train de se contracter. Ils sont plus petits que la normale. Alors, c'est vrai que c'est légèrement plus petit. Quand vous comparez avec D, vous voyez que là, c'est très petit. Ça veut dire qu'en D, ça se contracte très très fort, alors qu'en E, ça se contracte un peu. Mais on a une contraction, ça veut dire qu'en E, on va être en systole ventriculaire. Mais comme toutes les valvules sont fermées, le sang est enfermé à l'intérieur des ventricules. D'ailleurs, vous voyez, il y a une flèche circulaire, ça veut dire que le sang tourbillonne à l'intérieur, il ne peut pas sortir. Donc, il tourne en rond, il tourne en rond. Et donc ça s'appellera la systole ventriculaire isovolumétrique. Donc, ces phases, vous allez pouvoir les repérer grâce aux diverses questions qu'on a faites. À chaque fois, il faudra reprendre les phases et vous allez pouvoir les retrouver ici, sachant qu'on a déjà dit qu'en A, c'était la systole auriculaire. Donc, ce que vous devez repérer ensuite, c'est les mouvements de pression, donc quand on compare les pressions, et surtout pensez à regarder les volumes. Par exemple, ici, en phase B1, j'ai mon volume ventriculaire. Après avoir augmenté, il devient constant. S'il est constant, c'est que je suis en isovolumétrique. Ça veut dire que toutes les valvules sont fermées. Par contre là, mon volume ventriculaire, il diminue. Ça veut dire que mon ventricule est en train de perdre du sang. Donc s'il perd du sang, c'est qu'il l'envoie ailleurs. Il l'éjecte. Donc repérez bien toutes ces phases. Ici, je suis à nouveau dans un volume constant. Là, je suis en augmentation. Donc tout ça, ça va vous permettre de répondre aux questions. Ensuite, vous avez des questions concernant des estimations de durée et de fréquence cardiaque à faire. Donc vous allez devoir utiliser l'échelle qui est ici, en dessous. Donc ne cherchez pas compliqué, hein. Vraiment délimité par rapport au pointillé que je vous ai donné. Donc tout ça, j'aimerais bien que vous me le fassiez. Alors je vais vous donner un temps assez grand pour pas trop vous mettre la pression, on va dire. Donc là on est vendredi. En fait j'aimerais bien les récupérer au plus tard jeudi prochain. Donc vous pourrez aller voir la vidéo, mais seulement quand vous avez essayé de faire les choses tout seul, ça sera mieux, de vous-même. Et puis je vais vous montrer, j'ai rajouté une vidéo sur la playlist. Alors ça serait bien que vous... je dis oui, le 28, c'est ça. Ouais. Donc ça serait bien que vous alliez voir la playlist, hein, parce que bon, il y en a qui vont voir, hein, moi j'ai les vues. Hein. Bon, je vois que tout le monde ne va pas la voir forcément. Hein. Donc voilà, je vous montre la vidéo que je vous ai rajoutée, c'est celle-ci.
Donc en fait, c'est une application multimédia avec les différentes phases de la révolution cardiaque, hein, exactement le même document. Et j'ai tout commenté. J'ai tout expliqué au ralenti, tout commenté. Donc normalement, avec ça, l'autre vidéo et le document, bah, logiquement, ça devrait aller. Voilà. Alors, je reviens sur mon partage. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'il faut faire? Sur ce qu'on vient de voir ensemble? Ça vous paraît comment? Compliqué, je me doute, mais après la classe, est-ce que vous pensez que vous avez compris des choses et que ça va vous aider? Faisable, je pense. Oui, bah oui, c'est faisable. Bien évidemment que c'est faisable. Ok. Alors, donc, ce que je disais à certaines personnes en début de séance, hein, avant que tout le monde arrive, c'est que moi, mon but, c'est quand même de finir le programme pour que quand vous arriviez en terminale, éventuellement, si on a du temps, hein, ça on verra comment ça va s'organiser à la rentrée. Si on a du temps, on pourra peut-être en AP, retravailler dessus. Mais sinon, l'idée, c'est que vous arriviez en septembre avec le cours, que le programme soit terminé. Donc, dans cette partie cardiovasculaire, il y a 3 chapitres. Le plus dur, c'est celui-là. Il est long, hein, il y a encore... je pense encore 15 jours de travail dessus. Mais après, les 2 autres sont plus courts. Alors, je vais continuer à vous envoyer le cours toutes les semaines comme d'habitude. Vous devez tenir bon jusqu'à la fin juin. Vous devez tenir pour que voilà, vous arriviez en septembre et que vous connaissiez le programme. Ma collègue, Madame Kellogg, qui a la première SC2S1, va faire exactement la même chose. Donc, normalement, en septembre, tout le monde a fait le programme et on peut commencer avec le programme de terminale. Bon, peut-être que les cours reprendront au lycée dans certaines matières, etc. la semaine prochaine. Pour l'instant, j'en sais rien. Enfin, la semaine prochaine à partir du 2 juin. Est-ce que dans cette classe, il y a des élèves qui ont dit qu'ils allaient reprendre? Donc, je vous juge pas. Hein. Dites-moi juste si vous reprenez ou pas. De toute façon, moi, je continue les cours à distance. Ok, pour l'instant, c'est majorité de non. Donc, du coup, on continue comme ça à faire le travail à distance. Faites-le, n'hésitez pas à poser des questions. Et voilà, en gros.